Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce 19-20 en centre Val-de-Loire. À suivre dans votre édition nationale, la Cour d'assises spéciale de Paris a estimé qu'Abdelkader Mera n'était pas coupable de complicité d'assassinat lors des attentats perpétrés en mars 2012 par son frère Mohamed à Toulouse et à Montauban. Il est toutefois reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Il est condamné à 20 ans de prison. L'incroyable découverte au cœur de la pyramide de Khéops en Égypte, les archéologues ont remarqué une énorme cavité, une chambre secrète qui reste à explorer. À la une, en centre Val-de-Loire, la colère de plusieurs commerçants du Loiret, forcés de retirer tous leurs panneaux publicitaires le long des routes, un ordre de la préfecture qui menacerait la survie des petits commerces. Pendant les vacances de la Toussaint, vous êtes nombreux à découvrir le patrimoine de la région. Connaissez-vous le château médiéval de Langeais en Indre-et-Loire? Au-delà de ces belles pierres, vous pourrez y découvrir une activité qui sort de l'ordinaire, la danse médiévale. Autre idée de loisir pendant ces vacances, les Dames Berrichonnes, un nouveau jeu de société qui met à l'honneur les contes et les légendes du Berry. Nous irons à la rencontre de son créateur dans ce journal. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé cet après-midi sur les voies ferrées dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. La victime a été percutée par un TER sur la ligne Tours-Saumur à hauteur de Saint-Côme-la-Riche. 4 TER ont été supprimés. Le trafic, lui, a repris aux alentours de 18h20. Écoutez. Il s'agirait d'un accident de circulation, donc un piéton qui serait passé sous un train. Donc, le conducteur a freiné, mais il n'a pas pu l'éviter. Donc on n'a pas plus de renseignements complémentaires par rapport à cette intervention, et notamment par rapport aux circonstances. La police se déterminera avec une enquête par la suite. Agacement et incompréhension chez plusieurs commerçants du Loiret, la préfecture leur ordonne de retirer les panneaux publicitaires le long des routes, une application de la loi contre la pollution visuelle qui ne passe pas chez les professionnels concernés. Reportage en Vienne-en-Val, à l'est d'Orléans, Hervé Kérien, Benoît Bruyère. Un rangement de panneaux publicitaires dont ce patron de restaurant se serait volontiers passé. C'est un panneau qui nous donnait notre position au niveau des bords de route et malheureusement on est obligé d'y retirer. Même sort pour 2 autres panneaux indicateurs. Un retrait contraint et forcé au terme d'une procédure entamée via des lettres recommandées par la préfecture. Nous avons été convoqués à la gendarmerie également pour savoir, et puis parce qu'un dossier en fait est mis en place. Voilà, et donc la préfecture nous demandait 205 € par panneau et par jour si nous ne retirions pas nos panneaux. À l'origine, une loi du Grenelle de l'environnement contre la pollution visuelle le long des routes. Bon pour l'œil, mais préjudiciable pour le commerce. Lorsque les gens passent devant le panneau, ils se disent tiens, il y a une belle auberge, ils sont maîtres restaurateurs parce que c'est marqué sur le panneau, on va s'arrêter parce qu'on sait qu'on va bien manger. Et ça, ce sont des choses qui maintenant ne se font plus, donc automatiquement on a une perte de chiffres, une perte de clientèle qui se crée à cause de ça. Une mesure d'autant moins admise qu'elle ne concerne que les villes de moins de 10 000 habitants et épargne les entrées des grandes agglomérations. Les commerces ruraux n'ont pour autant pas dit leur dernier mot. Une réunion de concertation aura lieu ici même, début décembre. Sans eux, la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans n'aurait pas le même éclat. 2 vitraux dédiés à Jeanne d'Arc sont en cours de restauration. C'est lors d'une simple visite que des jeunes maîtres verriers de la ville ont découvert leur état critique. Corinne Bianrosa et Sophia Nitti se sont rendus dans leur atelier. Ils ont enfin retrouvé la lumière. Ces 4 anges musiciens sont le thème principal de ce vitrail du 19e siècle de la cathédrale d'Orléans. Un vitrail encrassé qui menaçait de tomber et dont la rénovation a été confiée à Eddy et Lisa, 2 jeunes maîtres verriers orléanais. Alors en fait, là, vous voyez, j'ai soudé quelques attaches sur le vitrail et à cet endroit-là, il va y avoir une tringle. Nous, on appelle ça une vergette, mais ça ressemble à une tringle en fait, qui maintient le vitrail dans la pierre. On va sceller après cette barre dans la pierre pour pouvoir fixer le vitrail. Et en fait, celle-ci était sortie de la pierre et elle avait entraîné avec elle le vitrail. Donc on avait des bouts de verre qui étaient en train de sortir du vitrail.
Cette splendide rosace fait partie d'un ensemble de vitraux réalisés par le maître verrier Jacques Galland et dédiés à Jeanne d'Arc. Comme ce petit écoinçon, une pièce située en partie haute de la baie. Là, c'est un vitrail du 19e. Or, la peinture, elle est vraiment bien cuite à partir du 19e. En dessous du 19e, on a des pièces qui sont beaucoup plus fragiles. Alors, on y va avec un pinceau, avec de l'eau. Et on y va vraiment tout doucement. On fait des petits ronds pour essayer d'enlever déjà la pellicule de poussière. Demain matin, portée par une nacelle, la rosace reprendra sa place dans la cathédrale d'Orléans. Le prochain lifting ne devrait pas intervenir avant un siècle. Ce n'est pas le plus connu des châteaux de la Loire, et pourtant, le château médiéval de Langeais, en Indre-et-Loire, a tout pour vous séduire. Ses belles pierres, bien sûr, mais aussi son stage de danse médiévale. Allez, lancez-vous. Avec un peu de chance, vous pourrez même y croiser Anne de Bretagne en personne. Un reportage de Denis Gannet et Sana Asnaoui. On serre les pieds et on fait des pas de gros crabe. On écoute bien la qualité de notre ronde. 3, 4. Petit cours de danse médiévale au château de Langeais. Langeais, si chargé d'histoire, mais qui n'affiche pas forcément une notoriété aussi forte que ses proches voisins. Alors, pour sortir du classique, suivez le guide, il faut imaginer des animations et être, si possible, original. Ça permet un peu de rendre le château un peu plus vivant et la visite, on est moins passif, quoi. On réagit, puis ça permet de connaître des traditions, c'est bien. Oui. On proposait cette activité-là pour des scolaires. Ça fonctionnait plutôt bien et on s'est dit pourquoi pas le proposer au public individuel. Et on s'aperçoit que ça marche très très bien. Voilà devenu de parfaits courtisans. De nombreux châteaux, pour la plupart privés, ont besoin de séduire le touriste en général, en affichant leurs différences. Visite des lieux ici par une comédienne qui joue le rôle d'Anne de Bretagne. Une mise en scène appréciée par les visiteurs. Au centre des tables. Une comédienne sait forcément mieux articuler, et a les mots, trouve les mots pour s'adresser aux petits comme aux grands. On est un château, alors en plus du Moyen-Âge, donc il y a quand même matière, notamment pour cibler un public familial. Donc chaque année, on réfléchit effectivement à une programmation. On essaie aussi de se renouveler, de ne jamais proposer la même chose des vacances de printemps à celles d'été ou à celles de la Toussaint, par exemple. Certains châteaux, pour continuer d'exister, doivent sortir du silence de leurs pierres et s'adapter à l'ère du temps. Un bilan positif au Family Park de Saint-Martin-le-Beau en Touraine. À quelques jours de sa fermeture annuelle, le parc d'attractions affiche une fréquentation en hausse. 130 000 visiteurs en 7 mois. Il termine la saison en beauté avec des décorations d'Halloween plus que réussies. Dominique Pouget, Maïla Menti. J'ai vu des araignées, des fantômes, des citrouilles et puis aussi des momies. Bienvenue au pays des sorcières, des vampires et des squelettes. Family Park, le parc d'attractions familiales de Saint-Martin-le-Beau, offre aux visiteurs des citrouilles par milliers. Eddie, le fils de la famille, a imaginé de nouveaux décors d'Halloween pour terminer la saison. Il a fallu plus de 2 semaines de travail pour tout installer. Donc déjà, on s'inspire de la vie de tous les jours, ce qui est facile. Et puis on thématise tout ça en Halloween avec un peu de squelettes, des bottes de paille, des citrouilles. Il y a plus de 7 tonnes de citrouilles et tout ça vient d'un fournisseur en soins en Sologne. Voilà. Et en bottes de paille, ça représente plus de 300 bottes de paille. Tous les ans, on voit qu'on a de plus en plus de clients puisque les gens reprennent cette tradition d'Halloween qui n'était plus depuis quelques années. Et maintenant, je vois que les gens jouent encore mieux le jeu, ils viennent déguiser, ils maquillent les enfants et c'est une super ambiance. Halloween qui termine une belle saison avec près de 130 000 visiteurs cette année. Le bouche à oreille, le côté familial attire une clientèle fidèle. C'est très bien, c'est super bien décoré, donc c'est chouette. C'est la 2e année qu'on vient pour Halloween. Et voilà, c'est super. Tu es qui, toi, alors? Auguste. Un vampire. C'est des méchants, en fait, qui mordent des gens. Tu as mordu quelqu'un, déjà? Non.
Pour la fermeture de Family Park le 5 novembre, les citrouilles sont offertes. Prochain rendez-vous en 2018 pour les vacances de Pâques. Autre idée de loisir pendant ces vacances, pourquoi pas un jeu de société ? Oui, mais pas n'importe lequel. Au Blanc, dans l'Indre, un jeune entrepreneur lance un jeu de société qui met à l'honneur les contes et légendes du Berry. Son nom, les Dames Berrichonnes. Robin Dereau et Jean-Philippe Pazzini l'ont testé pour vous. Si son appartement est envahi de sacs et de cartons, c'est parce qu'Erwan Rigolet achève la production d'une centaine d'exemplaires d'un jeu de société qu'il a lui-même inventé. Les Dames Berrichonnes, c'est son nom, est basé sur des légendes de la région. Cette histoire, c'est un rassemblement de sorcières au niveau européen qui se fait dans le Berry. Et en fait, leur plus grande épreuve, c'est de s'approcher le plus proche des humains et de disparaître au dernier moment et de rester le plus longtemps possible au plus proche des humains, enfin des gens normaux. Et donc voilà, c'est ça la petite histoire que j'ai développée. Donc du coup, j'ai pu créer le jeu à partir de ça en me créant mon univers. Son jeu, l'ex-conseiller départemental de l'Indre le fait produire en France et en grande partie dans la région. À 29 ans, il a monté sa propre société pour pouvoir lui-même éditer sa création. Un jeu qui se gagne en faisant le plus de mouvements avec les pions. 1, 2, je fais 2 points. Donc on se déplace d'une façon horizontale ou verticale, jamais en diagonale. Et on s'arrête dès qu'on est contre un pion, à soi, à l'adversaire ou sur un bord. Les Dames Berrichonnes sont proposées depuis quelques jours dans 2 magasins du département, dont celui de Sophie Demery, au Blanc. Nous avons eu notre première vente ce matin, mais moi j'ai bon espoir, j'ai vraiment bon espoir parce que nous on va en parler aussi. Erwan de son côté va faire son travail et en parler, communiquer sur le jeu, sur son existence et puis sur son contenu. Donc je pense que d'ici peu, c'est un produit qui va fonctionner. À l'approche de Noël, Erwan Rigolet compte bien écouler tout son stock et faire croître ses points de vente. L'an prochain, il espère en produire 1000 exemplaires tout en développant d'autres jeux de société. Les vacances de la Toussaint ne sont pas encore terminées, mais certains pensent déjà à Noël. Exemple chez un chocolatier de Bogy dans le Cher. Et là-bas, vous allez le voir, la production a déjà commencé. Garo Kevorkian et Stéphane Daune. À la maison Mercier, l'esprit de Noël est déjà là et les étoiles filent. Depuis le mois d'octobre, les salariés fabriquent et moulent les chocolats que vous allez déguster. Et à l'approche des premiers envois en boutique, la cadence augmente. En termes de fabrication de produits de bonbons, à savoir pralinés, ganaches, caramel, pâte d'amande, on est environ à la demi-tonne par jour, 500 kg jour de produits. C'est énorme par rapport au reste de l'année ? C'est énorme par rapport à déjà ce que l'entreprise produisait il y a 5-6 ans. Où on était plutôt dans les ordres de 150 à 200 kg. Donc on a quand même doublé en 2-3 ans. Si la production est aussi importante d'octobre à fin décembre, c'est qu'à Noël, cette entreprise réalise 40 à 50% de son activité. Une période faste où des chocolats classiques et originaux se côtoient. Cette année, on travaille sur un chocolat à base de girolles, un émincé, une infusion de girolles. Et qu'on marie avec un miel d'avocatier du Pérou. Donc ça, c'est un voyage, c'est une découverte et je l'ai marié dans une ganache et dans un bonbon de chocolat. Quand on crée des recettes comme ça, la sanction, ça va être nos clients, nos consommateurs, vous et toutes et tous qui nous regardez aujourd'hui. Vous allez dire, ils sont cinglés ces gens-là, ou au contraire, c'est sympa, c'est agréable, c'est très élégant en bouche. C'est pas de la prétention, mais c'est simplement qu'à un moment donné, on a aussi envie de se faire plaisir. Et si vous souhaitez vous aussi dans les semaines à venir vous faire plaisir et réussir votre Père Noël ou votre sapin au chocolat, voici quelques conseils. C'est la température du chocolat qui est importante. Pour avoir une belle brillance à la fin, on peut faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes, sans garder une petite partie à côté qui n'est pas fondue et le mélanger ensuite une fois que c'est chaud. Comme ça va faire redescendre la température du chocolat, il faut que ça soit à 29-30 à peu près. Et ensuite on peut mouler avec. Et si vous avez peur de vous rater, rassurez-vous, il vous reste encore un peu de temps. Un mot de sport, Stéphane Traîneau vient d'être nommé directeur des équipes de France de judo. L'ancien Orléanais sera en charge des équipes de France seniors, juniors et cadets. Il dirigera également le staff des entraîneurs nationaux en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Le Tango Bourges Basket hier soir s'est incliné en Pologne à Polkowice lors de la 4e journée d'Euroleague. Score final 71-66.
tous ces joués dans les dernières minutes pour les tangos. C'est leur 3e défaite en 4 matchs. C'est l'heure de votre feuilleton. Cette semaine, il est consacré au travail de nuit. Et pour ce 4e épisode, Denis Gannet et Luc Perrault ont suivi les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Regardez. En partant du principe que la nuit tous les chats sont gris, certains y apportent quelques nuances. Des hommes et des femmes veillent aussi sur notre sommeil. Ils sont habillés de bleu. Vincent, Patrick et Théo font partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Là, on a tourné un petit peu moins. On a 2-3 énergumènes qu'on connaît bien. Ouais. Mais là, il fait 0 degré, on est en semaine, il n'y a plus personne. La nuit est leur domaine. Ils interviennent en renfort si besoin. Ce n'est pas la délinquance routière leur objectif, mais les vols, agressions et trafics en tout genre. Les rondes sont précises avec des endroits plus tendus que d'autres. Renfort sur un contrôle routier. Arrangez-vous là! Là! Moins de véhicules, moins de personnes, donc du coup tout ce qu'on voit, ça attire notre attention. Autant les véhicules que les personnes, mais évidemment on voit plus de véhicules et du coup on est beaucoup plus attentif. Surveillance silencieuse. Des maisons, des entrepôts, des usines, zones commerciales, mais parfois ils interviennent dans un conflit familial ou pour calmer la détresse d'une victime. Le PSIG est une unité spéciale de la gendarmerie. Théo est l'équipier de Vincent et de Patrick. Il a 18 ans et il est volontaire. En fin d'école, j'ai donc choisi un PSIG. Je savais qu'il y avait des missions de nuit et c'était ce côté-là qui m'intéressait. Côté intervention aussi. Oui, c'est une vocation. J'ai de la famille en gendarmerie, donc c'est surtout ça qui m'a donné envie par rapport à leurs expériences. Et puis surtout, ouais, le côté qui bouge de la gendarmerie, j'avais surtout envie de ça. La nuit où tout semble presque invisible et pourtant ils analysent chaque comportement, sécurisent. Mais ils savent surtout combien ils peuvent être essentiels lorsque la nuit paisible des uns devient parfois un réel cauchemar pour les autres. Place à votre découverte. Et ce soir, je vous propose un voyage dans le temps à la découverte de l'hôtel de Panette, un édifice du centre de Bourges qui a connu plusieurs vies et pour cause, son histoire a débuté il y a près de 600 ans. Une découverte signée Olivier Lopez, Mérac Moffician et Étienne Jandel. Au cœur de la cité berruyère, à 2 pas de la cathédrale, voici l'hôtel de Panette. Un château en ville édifié au XVIIIe siècle, dont les murs ont accueilli des hôtes prestigieux. Là, on est dans la chambre de Don Carlos. On remarque ici tout de suite le C au-dessus du lit, qui a symbolisé le C de Charles, de Carlos. Et Don Carlos n'est pas arrivé là par hasard. Écarté du trône d'Espagne par son frère, le roi Ferdinand VII, au profit de la fille de ce dernier, Isabelle, Don Carlos va se lancer dans une guerre de succession, la première guerre carliste, qu'il va perdre. Contraint à l'exil, il rejoint le Berry. Alors, il est arrivé en septembre 1839 à l'hôtel de Panette pour y rester 5 ans en résidence surveillée, puisqu'on souhaitait que Don Carlos puisse être loin des frontières. Il était loin de ses alliés, l'Autriche, la Prusse et la Russie, loin également de l'Espagne. Donc on pouvait comme ça facilement identifier une éventuelle évasion et arriver à le rattraper, bien sûr, au cas où il quitte l'hôtel de Panette. Venus de toute l'Europe, les soutiens de Don Carlos se presseront à Panette, mais en mai 1845, le malheureux prétendant abdiquera en faveur de son fils à l'archevêché de Bourges. Aujourd'hui, on peut dormir dans la suite royale et séjourner dans cet hôtel si particulier transformé en chambre d'hôte. Bruno Lageline et sa famille en font l'acquisition à la fin 2011. La restauration nécessitera 8 mois de travaux, avec toujours la même exigence, lui redonner une vie en conservant l'âme du passé.
Le marquis de Tristan a acheté à la Sainte-Chapelle le bâtiment fin 18e. Il l'a revendu ensuite, ou plutôt ses héritiers l'ont revendu au marquis de Panette en 1818, qui en a fait sa résidence d'hiver. Le marquis de Panette est venu à Bourges pour faire le premier plan de la ville sous l'Empire. C'est un géomètre. Il a vécu donc une vingtaine d'années ici, entre cette maison et son château de Contremoré. Et son fils, le vicomte de Panette, jouait du violon et s'est acheté un magnifique violon qui aujourd'hui d'ailleurs porte toujours son nom et est joué par Renaud Capuçon. Et la musique occupe toujours une place privilégiée à Panette. Ce soir, dans le salon, à la lueur des bougies, les sopranos Dominique Landron et Diane de Grandry viennent interpréter de célèbres airs lyriques, accompagnés par Franck Supp au piano. Le concert est organisé par l'association de la Maison des Trésoriers de la Sainte-Chapelle de Bourges. Les bénéfices récoltés serviront à financer la restauration du portail de l'hôtel de Panette. Ce porche aura 600 ans l'an prochain et son histoire débute bien avant celle de la bâtisse. Ce portail est l'ultime vestige de la Sainte-Chapelle de Bourges, fondée par le duc de Berry. Il avait voulu faire une fondation royale à l'image de celle que Saint-Louis avait faite à Paris pour abriter un fragment de la couronne d'épines du Christ. La destination de cette maison des trésoriers, c'est d'abriter ce qu'on appelle le trésor de la Sainte-Chapelle, qui n'est pas de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes, mais qui sont des pièces d'orfèvrerie. Et ces objets d'art, non seulement avaient été commandés pour honorer le Seigneur, mais servaient également de réserve monétaire. Et donc, au fil du temps, le duc de Berry a pioché pour payer des guerres selon les besoins. Ce qui fait qu'il ne reste plus beaucoup de ces choses qui faisaient la fierté de la Sainte-Chapelle. Menace en ruine, la Sainte-Chapelle sera rasée en 1757 et son annexe, la Maison des Trésoriers, vendue au marquis de Tristan. Unique vestige, ce portail gothique. Au milieu du XIXe siècle, il échappera à un décret de démolition. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1928, sa restauration est aujourd'hui nécessaire. Il faut refaire les sculptures, il faut refaire une anasylose totale, c'est-à-dire démolir entièrement le portail et le reconstruire parce qu'il y a eu un léger fléchissement de la maçonnerie. Les travaux se chiffrent à 100 000 €. En accord avec la Fondation du patrimoine, l'association a pour l'heure récolté 10% de la somme et lancé une souscription. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé cet après-midi sur les voies ferrées dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. La victime a été percutée par un TER sur la ligne Tours-Saumur à hauteur de Saint-Côme-la-Riche. Écoutez ce pompier d'Indre-et-Loire. Il s'agirait d'un accident de circulation, donc un piéton qui serait passé sous un train. Donc, le conducteur a freiné, mais il n'a pas pu l'éviter. Donc on n'a pas plus de renseignements complémentaires par rapport à cette intervention, et notamment par rapport aux circonstances. La police se déterminera avec une enquête par la suite. La colère de plusieurs commerçants du Loiret, forcés de retirer tous leurs panneaux publicitaires le long des routes. Une application de la loi contre la pollution visuelle qui ne passe pas chez les professionnels concernés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez votre édition nationale. Passez une très belle soirée sur France 3.